Madame Catherine Moukobo, qui est directrice exécutive de l'ACERD, notre partenaire en RDC, et en effet une magnifique association pleine d'énergie. Et nos orateurs, Madame Naomi Wagura du GEAP, qui est responsable pour la RDC. Naomi, please join the stage. Ensuite, nous avons aussi Madame Katia Adjebo, qui est directrice Orange Énergie, dont je suis ravi d'annoncer qui a rejoint le membership de la RE récemment. Nous en félicitons de ce partenariat. Soyez les bienvenus. Et pour terminer, last but not least, comme le disent les anglophones, Monsieur Denis Mounouvé, en anglais, Principal Renewable Energy Investment Specialist du programme CEFA, grand copartenaire de l'événement de l'ABAD. Voilà. Moi, je vais rester debout pendant la session. Nous commencerons par une présentation pour une bonne mise en condition, je dirais, Monsieur Idesbalt, du marché, de l'état de ce marché en RDC, d'une dizaine de minutes maximum. Je veillerai évidemment au temps. Et ensuite d'une présentation introductive de notre partenaire de la CERD, représentée par sa plus haute représentation, Madame Moukobo. Donc, Monsieur Idesbalt, j'ai le plaisir de vous inviter au podium et je piquerai votre chaise pendant votre présentation. Merci beaucoup. Je commence donc par remercier l'ARE pour cette invitation, pour notre première participation à ce forum. Donc merci beaucoup en tout cas pour nous avoir invités et pour avoir aussi organisé cette session. Je remercie également la Banque africaine de développement, la BAD, qui est également co-organisatrice de la session. Et bien entendu, en tant que gouvernement de la RDC, je voudrais donc remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui nous a effectivement bien accueillis depuis notre arrivée. Donc merci beaucoup. Très rapidement, je crois qu'il y avait quelques slides qui vont animer notre présentation. Je voudrais tout de suite là vous rassurer, j'étais dans cette salle avant, que le marché de la RDC est plus important que celui du Nigeria. Je pense qu'il n'y a personne du Nigeria ici. Hein? Il n'y a personne du Nigeria ici. Je sais qu'il y avait une session ici avant et j'étais là. C'est le plus grand marché africain aujourd'hui. Je voudrais vous rassurer de cela. C'est le plus grand marché africain aujourd'hui. Nigeria, 200 millions d'habitants, je le sais. La RDC, 100 millions. Mais en termes de taux d'accès, ils sont un tout petit peu en avance. Nous sommes en retard. Mais je vais vous montrer les potentiels tout à l'heure. Vous allez voir que c'est plus vaste, c'est très important. Et tous les outils sont en train d'être mis en place pour pouvoir effectivement drainer le secteur privé. Alors, très rapidement, en termes d'abord des potentiels, sur ces marchés... Ah voilà, je cherchais... Effectivement, excusez-moi. OK. Yeah. Si, je sais bien pointer, mais je pense qu'il est tout le temps en... OK. Parfait. Voilà. Juste cliquer à droite, OK. OK. Ah, d'accord, super. Ah, parfait. Donc, ça fait 3 minutes qu'on va récupérer, bien sûr. Donc, je le disais tout à l'heure par rapport au marché. Donc, comme vous le voyez, toutes les couleurs qui s'indiquent là-bas montrent les potentiels qu'il y a dans ces marchés. C'est un vaste potentiel. Et ces potentiels, on les connaissait, la RDC, seulement sur le plan INGA, comme je vous le dis toujours, mais il y a plus que INGA en RDC, comme vous le voyez là-bas. Nous avons environ 1000 sites pour petite hydroélectricité. Au-delà des INGA, il y a 1000 sites, au moins 1000 sites, ceux qui ont été recensés, identifiés. Mais on va au-delà des 1000 sites en ce qui concerne la petite hydroélectricité. Donc nous sommes encore le plus grand pays parce que le Cameroun vient en deuxième position en termes de potentiel hydroélectricité. Et donc sur le solaire, c'est un potentiel qui n'a pas été exploité pendant des années et nous avons un potentiel énorme. Nous avons l'hydro et la biomasse, n'en parlons pas, la géothermie, toutes les technologies c'est possible. Donc les mix larges, les plus larges possibles, on les trouve en RDC avec ces potentiels-là. En même temps, il y a un marché qui montre effectivement le potentiel des mini-réseaux. On parle de 7000 mini-réseaux. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a un potentiel comme ça en termes de mini-réseaux aujourd'hui identifiés. Plus de 7000 mini-réseaux pour les systèmes solaires qu'on peut mettre en place. Donc aujourd'hui avec 100 millions d'habitants, un marché vaste où effectivement il y a un potentiel agricole important au-delà des miniers, des ressources minières, au-delà des ressources forestières. Nous avons donc l'agriculture, nous avons la pêche, nous avons l'élevage. Et puis, bien sûr, une population jeune et dynamique qui est capable de transformer, grâce à l'électricité, effectivement, tous les potentiels que nous avons au niveau du pays. Donc,
Les possibilités des PPP qu'on peut mentionner aujourd'hui, les partenariats publics-privés pour vraiment attiser votre appétit de venir investir en RDC. Aujourd'hui, nous avons mis en place un levier que nous appelons le fonds Mwinda, qui est notre fonds de subsides. C'est un fonds qui a fait ses preuves aujourd'hui. Je pense que nos partenaires du secteur privé y reviendront là-dessus. Aujourd'hui, ces fonds, la première capitalisation de ces fonds venait de la présidence de la République, du gouvernement congolais, avec 5 millions de dollars. C'était juste pour ouvrir le match, comme on dit, ouvrir ces marchés. Aujourd'hui, ces fonds ont un capital plus important que 5 millions, parce que nous venons de recevoir 63 millions de la Banque mondiale. Nous sommes en négociation avec d'autres partenaires, parce que notre ambition, c'est d'aller à 500 millions de dollars. Ouais? Donc, ces 500 millions, je crois que ça devait vous intéresser pour venir investir en RDC. Ces 500 millions, c'est pour essayer de dérisquer vos opérations. C'est pour donner un tout petit peu de subsides aux populations. Jusqu'à présent, notre politique de subsides, c'est jusqu'à 25%, 30% dans certains cas. Et pour la connexion des ménages, pour les mini-réseaux, nous payons jusqu'à la connexion des ménages. Les ménages sont connectés et les coûts aujourd'hui s'estiment autour de 400 $ pour permettre aux ménages de se connecter. Donc, c'est des perspectives alléchantes pour pouvoir relancer ces marchés. Nous avons également comme opportunité, ce sont les concessions. Donc la loi, le cadre légal et réglementaire qui nous permet aujourd'hui de pouvoir donner des concessions d'exploitation, des développements d'exploitation des mini-centrales solaires et hydroélectriques au secteur privé. Et nous allons jusqu'à 25 ans. Nos concessions, c'est jusqu'à 25 ans, selon bien sûr votre business plan. Mais tout ce que j'ai déjà vu à ce jour de business plan, les retours sur investissement, il est assuré dans les 10 ans, dans les 10 premières années. On a les retours sur investissement. Donc c'est vraiment alléchant et c'est super intéressant. Nous avons effectivement, nous sommes en train de travailler pour mettre en place les outils fiscaux, notamment les exonérations fiscales douanières. Ça, on y travaille encore pour pouvoir également améliorer. Et puis, bien sûr, nous travaillons sur notre plan d'électrification global qui montre effectivement, pour vous rassurer, par où va s'étendre les réseaux et quelles sont les zones qui sont propices au développement des solutions hors réseau ou les mini-réseaux. Donc, c'est vraiment pour garantir que vos investissements ne vont pas être perturbés par l'arrivée plus tard d'un réseau qu'on n'aurait pas pu voir. Pour l'instant, nous savons déjà les couloirs, les boulevards où se passeront les réseaux. Et donc, on peut vous garantir. Et puis, bien entendu, une opportunité très alléchante pour le secteur privé, c'est la partie OM, donc exploitation et maintenance. Ça, c'est une opportunité inouïe qui se présente parce qu'à travers les gouvernements congolais, aujourd'hui, nous sommes en train de financer la réalisation d'environ 100 mini-centrales solaires au niveau du pays. Et la livraison de ces mini-centrales va se passer à la fin de ces mois, de cette année, je vais dire, de cette année 2023. On aura à peu près 100 mini-centrales que le gouvernement a financées et nous avons des contrats avec les entreprises privées, des contrats EPC pour la construction. Mais nous allons maintenant négocier les contrats d'exploitation, OM, opération et maintenance, pour la suite, et transférer ces patrimoines au privé pour pouvoir étendre ça. Donc c'est une grande opportunité. Alors les subsides, comme je le disais, les fonds Mwinda, voilà donc ce qu'il a permis. Donc ça c'est un exemple de quelques entreprises pilotes qui sont là, qui vont témoigner. Elles ont commencé... c'était presque, la situation était stagnante comme vous voyez sur la courbe, mais à partir du moment où nous avons injecté les subsides, les ventes ont pris de l'ascenseur, les ventes ont été vraiment multipliées par 3 dans certains cas, en tout cas certains cas par 4, donc les ventes vraiment ont décollé à partir du moment où nous avons injecté les subsides sur le marché, parce que ça a permis de baisser sensiblement les prix et bien sûr aussi d'amortir comment on appelle ça, les échéanciers, les nombres de mois que les ménages doivent payer. Donc c'est un effet réel qui a des effets réels, qui jouent et qui marchent très bien dans les contextes de la RDC. Alors comment se présentent ces marchés aujourd'hui? C'est juste pour vous donner une idée de notre marché, du potentiel de notre marché. Aujourd'hui, tel que les études sont faites, on montre que 35% du marché congolais aujourd'hui va être alimenté par les solar home systems, les systèmes domestiques. Je dis bien à ce jour, c'est vraiment ça, parce que nous avons des villages très dispersés, plus de 90 000 villages en République démocratique du Congo. Et il y a encore de tout petits villages aussi qu'on ne sait pas compter. Tous ces villages vont être alimentés par les systèmes domestiques autonomes. C'est ça que nous appelons les solar home systems. Et donc ça représente à peu près 35% aujourd'hui. Mais vous allez voir que le potentiel des mini-réseaux, c'est à peu près 55%. Ça, c'est mini-réseaux.
Mais il y aura bien sûr un transfert entre les Solar Home Systems et les mini-réseaux. Donc il y aura un transfert parce que la plupart des gens veulent plutôt être connectés sur des réseaux. Donc à la longue, ça va baisser et on pourra renforcer plutôt les réseaux. Et les systèmes, l'extension du réseau ne représente dans les marchés congolais aujourd'hui que 10%. En tout cas, ça c'est la situation qui va évoluer dans les 5 prochaines années. En 10 ans, probablement qu'il y aura des mutations encore plus profondes. Alors ces marchés à la fois, ça porte également sur l'éclairage public. Les pays ont un taux d'électrification très faible, donc l'éclairage public est un marché très très vaste, comme vous le voyez. Et puis surtout, nous voulons de l'électricité pour l'usage productif. Donc ça doit s'accompagner avec toute la technologie de la transformation des produits agricoles, des produits de la pêche, des produits de l'élevage, toute la création de la chaîne des valeurs. C'est ça que nous voulons avec l'électricité. On ne veut pas cette électricité pour juste charger les téléphones, juste écouter la radio ou regarder la télévision, mais une électricité qui amène le développement. C'est vraiment ça notre approche. Et donc, comme je l'ai dit, il y a de la place pour tout le monde dans cette perspective. Alors, donc, pour avancer là-dessus, je vous fixe rendez-vous. Malheureusement, ce n'est pas très visible. Pour les 25 et les 26, sorry, pour les textes qui est mal répété. Donc, c'est les 25 et les 26 à Kinshasa. Nous allons avoir une table ronde pour voir, parce qu'avec les 100 mini-centrales que nous sommes en train de faire construire en ce moment, nous allons passer la main au privé, mais sous quelles conditions? Comment on va passer la main au privé? Comment nous allons lancer des appels d'offres pour pouvoir confier cela au privé? C'est donc ça qu'on va annoncer au mois de mai, pour dire voici nous sommes prêts, voici les conditions, parce qu'actuellement il y a une étude sur l'évaluation des risques qui s'est faite actuellement pour voir comment vont se répartir les risques entre les privés et l'État. Et donc on pourra rendre publique cette étude, faire la restitution le 25 et le 26 mai à Kinshasa, 25 et 26 mai à Kinshasa, et puis sortir les documents de contractualisation et vous présenter les calendriers pour lancer les appels d'offres pour pouvoir venir exploiter ces centrales et bien sûr vous donner des concessions, donc mécanisme d'attribution des concessions pour pouvoir les exploiter pour la suite. Merci beaucoup. 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Idesbal, pour cette introduction. Et en effet, je dois préciser, comme je disais, pour la représentation secteur privé de la CERD, c'est à doublement à haut niveau, non seulement Madame Mukobo, mais Madame à ma gauche ici aussi, qui est également la présidente du CA de la CERD. Je vous invite donc à venir faire la présentation de 5 minutes au niveau de la CERD, et je piquerai votre chaise à mon tour. Merci encore, bonjour tout le monde. Merci à l'ARE pour cette opportunité. Merci à vous qui êtes là pour être édifiés par rapport à la RDC. Je suis Catherine Mukobo, directrice exécutive de la CERD. La CERD qui est, comme l'écran le dit, l'Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées. C'est la première association de la RDC qui focalise sur les énergies renouvelables et décentralisées en RDC. Aujourd'hui, CERD compte plus ou moins 45 membres et je l'espère qu'on va bientôt, ou cette année, on va dépasser le gap des 50 membres. Nous sommes aussi membres de l'ARE, avec qui nous co-organisons l'activité d'aujourd'hui et qui a organisé le forum pour nous. CERD, en gros, voici, ce sont les 6 points que nous vous présentons aujourd'hui. Il s'agit d'un réseau d'entreprises qui aujourd'hui développe des technologies d'énergie renouvelable en RDC qui ont décidé d'évoluer en RDC. Nous offrons de la visibilité à nos membres, à nos différentes activités, à nos différents forums et expositions en termes de marketing pour leur permettre d'accroître leur visibilité au sein du pays. Nous accompagnons les entreprises aujourd'hui au niveau de la formation avec des ateliers commerciaux et techniques et nous sommes fiers d'annoncer ici aussi que nous en avons déjà tenu 2 avec ARE l'année passée et j'espère que cette année encore, on aura l'opportunité d'en avoir quelques-uns. Les études, aujourd'hui, comme vous le savez, les données sont une donnée très importante, principalement pour notre secteur et particulièrement pour la RDC. Il y a quelques années, les données n'existaient pas en RDC, il n'y avait pas les datas de ce qui se faisait d'un point de vue électricité ou énergie ou accès à l'énergie. Aujourd'hui, nous avons et nous atteignons avec
l'apport et le soutien de partenaires de développement, les données qui sont fiables aujourd'hui et qui nous permettent aujourd'hui de vous demander de venir investir en RDC. Ensuite, en termes d'événements, nous espérons que bientôt, nous aurons l'opportunité aussi de vous accueillir en RDC pour un forum aussi grand. Mais comme le DG vient de l'annoncer, nous travaillons étroitement avec le gouvernement et donc nous vous invitons pour le 25 et le 26 mai prochain parce que nous savons que nous allons l'organiser avec l'ANSER pour vous. En termes de plaidoyer, et je pense que c'est ce qui est très important pour le secteur privé, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'avoir accès aux différents ministères et donc à haut niveau, parfois même jusqu'à la présidence, parce que lorsque le fonds Mouinda a été capitalisé, nous avons eu l'opportunité de travailler étroitement avec la présidence. Donc nous travaillons sur des mesures d'allègement favorables pour le secteur privé. Nous travaillons sur l'amélioration d'un cadre fiscal et d'un cadre réglementaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a quelques années, cela n'existait pas. Nous avons fonctionné en RDC avec un seul grand projet, qui était le projet INGA, mais aujourd'hui, nous voulons intégrer un mix énergétique qui comprend les différentes technologies et les différentes techniques qui sont disponibles afin de permettre d'augmenter et d'accroître substantiellement le taux d'accès à l'énergie en RDC et pour les populations de la RDC. Acer, dans quelques chiffres aujourd'hui, sans compter l'année Covid qui nous a un tout petit peu pénalisé, nous sommes fiers aujourd'hui de dire que nous avons effectivement 41 membres et j'espère qu'avant la fin de l'année, on pourra atteindre les 50. Nous avons participé à plusieurs forums régionaux, internationaux et nationaux afin de défendre le secteur privé congolais en matière d'énergie renouvelable. Nous avons à notre actif aujourd'hui 5 partenariats avec des structures de développement. Nous avons exposé des différentes technologies de nos membres à travers le pays et à travers les régions aussi. Nous avons signé, conclu un partenariat, et je suis fière de l'annoncer, sous réserve de notre DG qui est ici, que notre premier partenariat justement avait été signé avec le secteur public. Nous avons décidé d'échanger les données, nous avons décidé d'être transparents afin de rendre ce secteur beaucoup plus favorable aux investissements et à vos opérations. Nous tenons régulièrement des assemblées générales parce que ACERD est constituée d'une assemblée générale qui comprend tous ses membres. Elle est dirigée par un conseil d'administration dont je suis aussi membre et je suis l'organe exécutif qui représente vos intérêts auprès des autorités. Aujourd'hui, nous avons 4 années d'existence et je ne pense pas qu'on va s'arrêter là. Nous avons tenu 3 missions stratégiques avec les partenaires de développement de notre pays aussi et des conventions de financement. Aujourd'hui, nous en avons 2 qui ont abouti et on espère en avoir encore d'autres pour nous permettre de continuer à travailler pour vous, pour ce secteur. Il était très important de travailler sur l'harmonisation des taxes en RDC parce que en comparaison avec les différents pays frontaliers que nous avons, qui avaient déjà eu une certaine expérience en termes d'investissement privé et d'énergie renouvelable, nous avons jugé qu'il était bon aussi de nous harmoniser afin de permettre aux investissements aujourd'hui de garantir une certaine qualité de produit, un certain standard, et si pas aller plus loin avec des normes qui soient congolaises, qui vous permettent aujourd'hui d'être rassurés sur les technologies, ou de rassurer plutôt le gouvernement sur les technologies et les techniques que nous apportons sur le marché. La preuve aujourd'hui, notre projet de norme a eu lieu. Il a été validé l'année dernière avec le ministère de l'Industrie et nous avons été fiers d'y participer. Nous avons aussi, à notre instar, analysé le secteur des énergies renouvelables. C'est un petit document de 41 pages à peu près, mais qui vous donne un aperçu de ce qu'est le secteur aujourd'hui en RDC, avec les différents investissements et les différentes possibilités qui ont pu naître depuis la création de l'association, mais aussi depuis l'essor du secteur en RDC. Ici, c'est un petit slide, et pour celui-ci, je vais demander à notre administrateur qui est dans la salle. Voilà. Comment nous souhaitons travailler avec les entreprises, comment nous travaillons plutôt avec le secteur privé et comment les entreprises peuvent impacter le secteur en RDC de manière plus efficace. Papy, s'il vous plaît, c'est juste 1 minute. Nous avons besoin de son input
étant donné qu'il est lui-même acteur, mais aussi membre de l'association, et qui nous présentera exactement la relation qui existe aujourd'hui dans le secteur. Oui. Ouais, j'essaie d'être très rapide. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Papi Katanga, Schneider Electric et membre du conseil d'administration d'Acerbe. Dans les cadres de cette image, on montre essentiellement en fait la façon dont on gère la synergie entre les entreprises qui développent des technologies, ça peut être Schneider, ça peut être Orange, et comment ces technologies peuvent impacter l'universalité de l'accès à l'énergie, qui est notre objectif. Dans les cadres de cette universalité à l'accès à l'énergie, on vise à ce qu'au travers d'Acerbe, qui est une académie, pour pouvoir développer de la compétence locale. Donc toutes les entreprises qui sont membres sont souvent amenées à déployer leur savoir-faire pour former en termes du développement du local content. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on pousse ces entreprises à mettre en place des technologies qui soient le plus accessibles possible. Dans les cadres, c'est en quelque sorte faire du business social en interne, et ce qui est appuyé généralement par des subsidies aussi, tels que développés dans les cadres d'ANSER au travers du fonds Mwinda. Un autre élément sur lequel on pousse et on challenge beaucoup les entreprises, c'est de pouvoir développer des programmes qui sont liés à des crédits carbone. L'idée derrière, c'est qu'on va responsabiliser davantage le bénéficiaire, qui vont peut-être être amenés à planter des arbres, qui vont générer des crédits carbone pour pouvoir accéder à certains crédits qui vont être ramenés, par exemple, au fonds Mwinda. Et un autre mécanisme sur lequel on est en train de penser, on sait que le fonds Mwinda fonctionne beaucoup sur des subsidies. L'idée derrière, c'est de réfléchir comment penser à mettre en place de fonds de garantie qui vont pouvoir collaborer avec le fonds Mwinda, sachant qu'il y a le fonds Mwinda qui est une institution étatique. Si on arrive avec des fonds de garantie qui vont être attribués au travers de ces fonds-là, elle peut facilement au fait agir avec les banques locales pour que celles-ci interviennent directement avec les acteurs locaux qui sont les entreprises locales, sachant que l'État est impliqué et que généralement les fonds de garantie sont accrédités à hauteur de 70%. Avec l'implication de l'État, on peut avoir une couverture de 100%. Donc ça, c'est un peu les éléments sur lesquels, le mécanisme sur lesquels on souhaite travailler davantage, challenger derrière les entreprises, réduire au maximum le coût d'accès à l'énergie au travers de ces différents mécanismes. Merci à tout le monde, merci à Papi. Et je pense qu'avec cela, les entreprises qui sont déjà membres, nous vous disons merci pour avoir cru en nous et on espère que toutes les prochaines entreprises qui ont intérêt à investir en RDC trouveront l'intérêt aussi d'adhérer à l'association pour qu'ensemble nous puissions effectivement travailler comment accompagner le gouvernement avec des mécanismes qui répondent aux besoins de ces entreprises. Merci. Merci. Je me rapprochais tout doucement, pas dans un but de... Voilà, mais... merci beaucoup pour cette allocution. Et je dois dire, au niveau de l'ARE, on n'est pas peu fiers, comme on dit en Belgique, de travailler avec vous en RDC. En effet, aussi après quelques contacts préliminaires, il y a déjà un moment, hein, n'est-ce pas, M. Desbalt, avec l'ANSER au moment de son établissement, de voir vraiment la maturation tant des ambitions gouvernementales que de la Fédération du secteur privé national congolais, donc en RDC, pour arriver déjà à présenter un grand nouveau marché concret, y compris avec le fonds évidemment Mwinda. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui sera un des éléments phares de notre conférence ici à Abidjan. Nous avons également, comme je le disais, Madame Naomi Wagura, qui est ici avec nous dans la salle. Perhaps I can address the message in English. Je le répéterai en français. Bon, d'abord en français. Pouvez-vous expliquer, Madame Wagura, comment les différentes initiatives de GEAP, déjà, qu'est-ce GEAP, peuvent améliorer et atteindre les ODD 7 et 13 en RDC, et donc quelles sont les actions que vous envisagez en RDC. Le GEAP étant un acteur majeur, je pense que c'est une question pertinente, et donc quels sont les types de partenariats aussi que vous cherchez ici et dans les semaines, les mois qui viennent. Should I say in English?
Yeah, hello everyone. Apologies for my terrible French. I'll prefer to speak in English so that you all understand what I'm talking about. So I will say, so for those who don't know, GEAP is the Global Energy Alliance for People and Planet. We're a philanthropic organization that's working in multiple countries, including DRC. It's one of our very, very high priority countries, and we're currently designing programming to support the sector overall, especially the mini grid and what we call the metro grid sector, because DRC is quite unique in terms of the opportunities that lie in DRC, where there are much larger transactions and much larger projects than you would see anywhere else. So I agree completely with DG Chinamula that this DRC is like nowhere else. So you should all come to DRC. Kinshasa is lovely, people are nice, just, yeah, come. But in terms of what GEAP is looking at in DRC, I will say that we think the opportunities to actually grow this market in several ways. So first, we think public sector strengthening is key, which sounds obvious, but it's not quite that obvious to everybody. So we think we can support very strongly the public sector, and the thing that I like saying is that there are a lot of champions in the DRC public sector who can actually be leveraged and supported a lot more to make a sector that actually works. The reason why Nigeria works so well, and everybody here is talking about Nigeria, is because development partners descended upon Nigeria a couple of years ago, and all of that work is now paying off. So I think DRC could use a lot of that support, and ourselves, AFDB, World Bank, others are already there and providing, designing and providing some of that support, and we'll continue to do that. The second thing that I think is going to be super, super critical in DRC that we are interested in supporting as well with Madame Mukobo and the private sector there is to grow a local ecosystem. Because DRC, if you don't understand a country, it's going to be very, very hard to operate metro grids or mini grids in very remote areas. The opportunity is large, but it's also logistically challenging and challenging in many other ways. So developing a local ecosystem is going to be critical, and so that's another thing that we're going to look at doing. The third thing is injecting risk capital. We talk about risk capital all the time, and you know, the Global Energy Alliance is a philanthropic organization. So our money is concessional, not mostly, it's concessional. And so we're looking at injecting it in projects that could actually be the proof points that can be used to actually grow the sector and show that this is a viable sector that more investors should come into. So in terms of what we are looking for, we were looking for when we came to this conference is meeting a lot more of the private sector that's interested already in DRC and discussing what projects you have going on, how can we help, what can we do to actually help you actualize your projects. I'd say the third thing, or the fourth thing, I've lost count, would be demand stimulation. So none of this is going to work if we don't do demand stimulation. So that's actually where part of, so it's large-scale demand stimulation, so industrialization and plays like that, because DRC is actually a place where you can look at industrialization as a major play. The second thing I would say is the SME sector that needs a lot of stimulation as well, so that the mini grids or the metro grids actually work. And that sounds obvious as well, but we would like to actually start doing the pilots and the proof points that actually show how you can do that together with mini grid projects. So that's what we're looking at in DRC, and I'd be very interested to have a conversation after this, pass on my card, and talk to you after this to see how we can support you in getting into DRC. Thank you. Merci, thank you very much, Ms. Wagura. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'en tant que représentant secteur privé, n'est-ce pas, y compris dans la salle, on aura beaucoup de suggestions. Comment le GEAP pourrait intervenir pour, en effet, aider à apporter l'électrification renouvelable partout en RDC. Ensuite, je me tourne vers vous, Madame Adjebo, pour le volet Orange Énergie RDC. Comme je disais, Orange Énergie nous ayant rejoint récemment. Pouvez-vous nous donner peut-être un exemple de la manière dont votre société tire parti. Est-ce que le microphone, attendez, ça marche pas? Ah ben voilà, ça marche. Comment est-ce que Orange Énergie en RDC tire parti de son expertise, de son expérience? Donc vous avez déjà les opérations. Comment passez-vous à l'échelle justement pour rencontrer ces objectifs? Alors j'aime l'attention de tout le monde. Hein. Orange dans Orange Énergie. Ça fait pas sens. Mais je vous dis, j'aime beaucoup l'attention de tout le monde. Alors Orange, c'est un opérateur telco et rien d'autre. Par contre, Orange Énergie, c'est une activité
d'Orange qui met l'expertise d'Orange à la disposition des producteurs des énergies. Alors, comment ça se passe? Nous, notre expertise, c'est la digitalisation, c'est la distribution, c'est le marketing, mais et aussi le paiement, le mobile money. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On a deux plateformes clés. On a Orange Smart Metering, qui s'occupe des compteurs, c'est-à-dire le partenaire gère les compteurs intelligents en communiquant avec en temps réel. Et derrière, il y a le mobile paiement qui agit. Donc, je donnerai un exemple. On est en partenariat avec un partenaire qui est membre de ACERT, pour lequel on a aidé à déployer le mini-grid à l'est du pays, Bagira, exactement. Et ensuite, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on puise dans l'association pour accompagner les partenaires à digitaliser leur gestion de distribution. On a pris aussi un partenaire qui est aussi membre d'ACERD, qui est dans la cuisson propre. Et ça, là, on lui passe la plateforme Orange Smart Energy pour qu'il puisse aussi communiquer avec les kits qu'il déploie à travers le pays. Alors, par rapport donc là, j'ai parlé du secteur privé, par rapport au secteur public, on a, je veux pas dire, enfin, on a le privilège d'avoir le secteur public qui nous accompagne. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs pays qui aient le gouvernement qui vous accompagne dans l'accès dans différents... Enfin, le territoire est tellement grand, dans le plus loin, les zones à accès très difficiles. Nous, on s'appuie sur la distribution telco pour accompagner l'énergie à travers les zones rurales où les poches sont noires et c'est vraiment difficile à accéder grâce aux subsides du gouvernement. Et là, je remercie Raymond Chapoa au DG d'Anser. Alors voilà, donc on met au profit des producteurs des énergies notre expertise dans les plateformes et ainsi que la distribution et le marketing. Voilà. Merci beaucoup, Madame Adjebo, pour cet exemple. En effet, oui, je pense que vous avez bien fait de distinguer Orange et Orange Énergie. C'est en effet bien utile d'avoir déjà un réseau de distribution, n'est-ce pas? Mais je voulais juste ajouter, là, il faut vraiment que j'insiste que Orange est très engagé pour accompagner le gouvernement dans l'électrification. Et ça, on le voit aussi, je pense que Madame la CEO peut le dire, c'est depuis 2018 que Orange tient la présidence de la CERT. Ça fait 2 mandats, quand vous comptez. Et je pense que c'est très bénéfique que Orange aussi s'engage à ce point pour accompagner le gouvernement. Je suis entièrement d'accord. Et en effet, vous avez soulevé un autre point, je pense, qui mérite d'être répété pour la salle, c'est que non seulement il y a un fonds disponible, mais il y a aussi un accompagnement actif du gouvernement. Donc c'est quelque chose, quand même, un élément innovant pour aller, quand on voyait sur les slides précédents, un accompagnement pour les concessions, pour tout ce qui est les taxes, les exonérations. Enfin, c'est quand même fort intéressant. Peut-être que je me tourne vers vous, Denis. En français ou en anglais, je sais que vous parlez les deux en tant que Kenyan, mais je vais le dire en français vu qu'on est en session RTC. Pouvez-vous expliquer le travail que la BAD, où vous travaillez, effectue actuellement et envisage d'effectuer pour favoriser justement les énergies renouvelables décentralisées? Vous avez vu sur les slides de l'objectif du gouvernement congolais que ça quand même 90% de l'électrification étant attendue venant de ce secteur-là. Qu'est-ce que fait la BAD dans ce domaine pour le stimuler, en particulier sur le domaine des mini-réseaux? Donc, quels sont aussi vos mécanismes de soutien dans ce cadre-là? Je vous laisse la parole. Merci David. Je crois que je vais répondre en anglais. I'll start maybe with giving a brief highlight on CEFA. CEFA is a Sustainable Energy Fund for Africa. It's the largest special fund hosted by ADB, focused purely on renewable energy efficiency. The mandate of CEFA is around catalyzing private sector investments in renewable energy, and we have 3 thematic areas of priorities. Firstly, on green baseload, which is centered around increasing the penetration of renewable energy in the generation mix, with a heavy focus on IPPs. Secondly, green mini-grids, of which we are looking at decentralized solutions.
And thirdly, energy efficiency, which has a very broad definition, ranging from operating efficiency, industry efficiency, clean cooking, as well as e-mobility nowadays. DRC is a strategic country for us, and we were just joking with DG Chinamula. He was saying rhetorically that DRC is small, but you're talking about a country that has 2.3 million square kilometer coverage. You're seeing 10% of the country is not electrified, but that's an opportunity for the private sector. And from where we sit, we know that public funding alone cannot suffice when it comes to meeting the needs for finance. And that's why we are very keen to support, to catalyze private sector investments in the market. So what are we doing? One, we are working on the sovereign operations, which means we're working with the national governments, public institutions, doing public strengthening, institutional reforms, tackling the enabling environment, whether it's on matters of regulation, policy, so that we can create an enabling environment for the private sector to come in. But that's not enough. The private sector needs also some incentives to go to some of these areas. And it's in that regard we are also coming on board with blended finance structures that are providing long-term concessional financing with flexible instruments, whether we are talking about concessional debt, participation in equity, guarantee instruments to cover demand risk and potentially, if need be, convertibility risk, but also project preparation assistance to some of the projects. Currently, we are looking at 3 mini-grids which are supporting. I think you know about them. The Moi Power project in the northern part of DRC, in Gemena, Isiro, Bumba, private sector-led, 22-year concession period by the government. And we have provided blending finance with a view of actually having an affordable tariff and stimulating the market. And as Naomi just mentioned here, there's potential to do maybe 100 mini-grids. DG Chinamula was talking about 7,000 mini-grids as potential for the DRC. So we are keen on the market. It's a priority country for us, and we look forward to working with all the stakeholders in the market. Merci beaucoup. Thank you very much, Denis. Merci beaucoup. Je pense deux choses. D'abord, on a d'autres questions que je peux lancer, mais j'aimerais profiter du fait qu'on a jusqu'à 17h pour proposer à la salle de déjà réfléchir peut-être à quelques questions que vous avez potentiellement à poser ici aux panélistes en vous présentant et puis en adressant votre question. Et pendant que vous réfléchissez, je proposerai au panel qui mordra à l'hameçon de dire, voilà, admettons, on est une entreprise ici à présent à l'EAIF Abidjan, on n'a jamais été en RDC, par contre on construit des mini-réseaux, on investit dans du SHS. Quelle est la première étape? Comment arriver, à qui s'adresser pour éventuellement explorer, pour découvrir les partenariats possibles? Est-ce qu'on peut contacter directement la CERD? Est-ce qu'on peut contacter directement l'ANSER? Comment s'y prendre? Quels conseils avez-vous pour s'y prendre? Ça, c'est une chose. L'autre chose, Denis, vous dites que la RDC est un pays prioritaire pour la BAD. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un financement encore plus concessionnel que dans d'autres pays? Donc, je vous laisse songer à cela pendant que le public réfléchit aux questions brûlantes qui se posent. Happy to start on that. C'est pas que les instruments sont plus concessionnels, but we're offering a wide spectrum of instruments which actually are very much adapted to the market. For example, you might find a developer does not require equity. They have their own equity as part of their shareholding structure, whether it's coming from the mother company, but they need concessional debt. We are in a position to provide that. You might find another private sector player needs maybe a demand risk guarantee. We're in a position to offer that to that developer. You might find maybe a public institution requires public strengthening or capacity building. We have the flexibility to provide that. So we are coming with a palette of wide financial instruments which are adapted to the market. Coming back in terms of the
priority for us. It's all about economic development. Energy is a key engine for growth. And we are not just talking about energy as an output, but a key enabler as for economic diversification, economic growth. There's a dual effect. If you look at the towns that are being electrified, some of them in the rural sector, you find there's actually migration of people coming there, their productive activities going on. From where we sit in terms of accessing funding, it's not a funding problem. The funding is available. If you speak to any of the DFI, it's bankability of the project. That's where we have a bit of a challenge. And we are keen to explore with different DFIs in terms of project preparation facilities that can support developers come up with more bankable projects. On the other hand, in terms of accessing funding from our side, you can speak to us, but we also have public information portals, notably the Africa Energy Marketplace. We do publish all the tenders that are supported by the bank on the energy sector, all the opportunities that are available, but feel free to reach out to me or to us. All the contacts are available on the website. So we are happy to do business if you're keen on the market. Thank you. Oui, je dirais oui, il faut effectivement frapper d'abord à la bonne porte. Je pense que nous avons souffert du manque d'informations en Afrique et particulièrement en RDC. Et aujourd'hui, quand on vous donne l'opportunité de savoir vers quelle porte frapper, il faut en profiter. Je prendrai un exemple dans la salle, Thomas que je vois, qui est opérateur privé. Aujourd'hui, peut vous donner le numéro ou le nom du directeur d'IDESBAL, par exemple, ou de Catherine, mais il ne fera pas l'effort. Il n'est pas obligé de vous faire l'effort de vous mettre en contact ou de faire un suivi derrière. De toutes les façons, vous serez compétiteur, n'est-ce pas? Donc, vous avez la CERT qui est là pour vous. C'est déjà la première porte. Il y a quelques années, CERT n'existait pas, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de raison de ne pas frapper à la porte de la CERT. Pas forcément pour adhérer, mais d'abord ne fût-ce que pour avoir l'information, de savoir qu'est-ce qui se fait sur le marché et ensuite, bien sûr, d'adhérer. Vous avez aussi une deuxième porte qui est aussi ouverte et je pense, c'est celle qui est de l'ANSER. Mais croyez-moi, l'ANSER vous ramènera toujours à la CERT parce qu'il n'a pas le temps, mais aussi pour éviter tout conflit d'intérêts, de suivre un seul acteur aux dépens des autres. Alors qu'au sein de la CERT, nous sommes plus ou moins le parapluie de tous. Et pour nous, l'intérêt, c'est que tout le monde ait la bonne information pour pouvoir investir. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, nous avons parfois des demandes qui sont très simples de dire « Madame, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir accès à l'ANSER et à présenter nos produits au directeur de l'ANSER ou aux équipes techniques de l'ANSER ?» Ce que nous faisons vraiment avec les bras grands ouverts. Nous avons des demandes simples qui sont quelles sont les lois aujourd'hui qui sont disponibles en RDC. Quand nous n'avons pas l'information, nous savons au moins où aller chercher l'information pour la mettre à votre disposition. Lorsque vous avez introduit un dossier, et j'ai appris aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont introduit leur dossier au sein de l'ANAPI, qui est l'agence des investissements de la RDC, et qui n'ont pas eu encore de réponse ou d'aboutissement, nous avons une relation étroite avec l'ANAPI aujourd'hui, qui nous permet et qui nous a déjà autorisé aux yeux de tous que nous pouvons frapper à leur porte et que si même un dossier arrive avec une en-tête à CERT, il devient plus ou moins prioritaire par rapport aux autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement de la RDC qui a été assez ouvert a aussi orienté et oriente le secteur privé aujourd'hui vers une porte qui est plus ou moins la bonne porte vers laquelle vous pourrez frapper pour avoir accès à la tonne et toutes ces informations qui vous permettront d'être rassurés dans votre investissement. Donc je redis par rapport à ta question, effectivement, CERT aujourd'hui est la bonne porte à laquelle il faut frapper. Nous n'avons pas plus de 100 entreprises en RDC aujourd'hui. Donc si nous en avons déjà 41, ça veut dire qu'il y a 80% d'entreprises aujourd'hui qui font confiance à la CERT. Les 20 autres, je pense qu'elles sont encore un tout petit peu perdues, mais on va essayer de les retrouver. Et donc, si demain, nous avons 100 entreprises en RDC, je peux vous garantir que nous aurons plus ou moins 90% de ces entreprises qui seront affiliées à la CERT pour une bonne raison. Merci beaucoup, Madame Mukobo. Je peux compléter peut-être. Ça, là, un mot du directeur. Mais merci beaucoup. Peut-être c'est pour compléter. C'est très important ce que Madame Mukobo vient de dire.
Mais je vais dire aussi qu'au niveau des entreprises, au niveau des gouvernements, on n'est pas encore très satisfait. Ça veut dire qu'il faut encore des efforts pour avoir plus d'entreprises. Elle a parlé de 41 entreprises, nous parlions de 50. On veut même avoir une centaine d'entreprises dans les secteurs. Nous avons lancé des appels d'offres pour certaines zones. On a eu la capacité encore assez limitée parce que la RDC c'est vaste. Si nous voulons aller très vite, nous avons besoin de plus d'entreprises. Donc, ACERD reste ouverte justement pour vous enregistrer et aller ensemble. C'est assez limité. On a des contrats avec Orange, on a des contrats avec toutes les entreprises qui sont. À un moment, ils vont être saturés et il faut attendre qu'ils délivrent d'un côté et ainsi de suite. Je sais qu'ils vont augmenter leur capacité. Je ne sous-estime pas la capacité d'Orange, mais je me dis que nous avons besoin de plus d'entreprises en RDC. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Je n'ai pas mentionné la cuisson propre, qui est aussi un segment très important pour lequel, effectivement, nous avons besoin d'engagement des entreprises. Et aussi, ne vous sentez pas gêné. Donc, vraiment, on est ouvert à toutes les communautés. Merci. Merci, monsieur le DG. Passons aux questions-réponses à la salle. Au revoir, Nicolas. Bon vol. La question-réponse pour le panel, j'espère que vous avez encore l'énergie en cet après-midi de troisième journée, mais pour le principal panel, le seul que je modère en plus, pour avoir quelques questions à ce panel estimé. Est-ce que vous avez qui a le plus de courage dans la salle, j'ai envie de dire? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Si oui, s'il vous plaît, présentez-vous et idéalement adressez la question à quelqu'un sur le panel. Donc il suffit de lever la main, sinon je peux nommer des bénévoles chinois, comme on dit en Belgique. Yann, par exemple, as-tu... Hein? Pas de questions? Tout le monde est convaincu? Demain, on prend l'avion pour Kinshasa pour le 25-26 mai, c'est ça? Oui, en effet. D'accord. Bon, Thomas, Samuel, quand même. Je voudrais réagir à Catherine quand même. Je peux ouvrir mon agenda. Bien sûr. On se voit là-bas. Oui. Il y avait une question. Ah, Non, d'accord. on te tendait le micro en fait, voilà. Donc, En tout cas, je peux... oui, s'il y a bien sûr. la chance. Comme je disais à Catherine, ça fait quelques années qu'on travaille au Congo indirectement avec un partenaire local qui est membre de l'association, et malgré notre expérience du secteur, on a déjà délivré des projets d'envergure dans le Katanga, et ce qui nous motive à nous impliquer de plus en plus en RDC, et avec la volonté d'y investir, d'y créer une structure locale, d'opérer des systèmes dans en effet, comme l'a rappelé le DG Idesbal, la plus grosse opportunité, le plus gros besoin. J'étais à Kinshasa il y a 15 jours à peine. Le pays s'est présenté comme le pays... C'est pas moi. Je pense que Idesbald a participé. Le pays, la RDC, s'est présenté comme le pays solution du monde. La plus grande réserve de biodiversité, la plus grande forêt, les plus grands gisements pour la transition énergétique du monde. Et du coup, il est légitime que toutes les entreprises du secteur viennent investir et développer. Et le sujet de l'accès à l'énergie, de cette couche essentielle pour les populations, est un secteur absolument nécessaire. Donc j'encourage tout le monde. Merci Thomas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait faire une intervention. Et si on peut régler le son pour qu'on n'ait plus ce problème, ça serait préférable. Monsieur Abdoulaye, vous qui venez du Sénégal, par exemple, comment convaincre vos sociétés sénégalaises pour aller en RDC? C'est très loin. Bonjour donc à tous. Donc, je suis Abdoulaye Ba, vice-président du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, qui regroupe donc des IPP, des opérateurs mini-réseaux, des distributeurs de kits solaires, des bureaux d'ingénierie, et même on a donc un laboratoire de test des équipements solaires. Bon, pour arriver au Congo, je crois que c'est trop loin. Hein. Nous, les Congolais, ils nous disent les warawara, donc nous, on est un peu loin. Donc, mais quand même, ça nous encourage beaucoup. Moi, présentement, j'exploite pour le compte de l'État 75 mini-réseaux au Sénégal. 75. Donc, on continue à bâtir notre expérience en attendant de voir ce qui se passe au Congo. On aimerait bien venir là-bas, manger le saka-saka et reprendre l'argent et repartir, quoi. Merci. Merci, je pense, monsieur Abdoulaye, pour votre intervention.
Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à cela? Je vois qu'il y a plusieurs investisseurs dans la salle, sans les nommer. Yeva. Si vous voulez une intervention. En fait, je voudrais revenir peut-être aussi un instant vers Madame Wagoura, parce qu'elle a parlé de la stimulation de la demande, de demand stimulation. Comment comptez-vous, avec le GEAP, intervenir, on va dire, sur ce domaine-là? Parce qu'en effet, on a maintenant un marché qui est ouvert, qui s'ouvre. On a des structures locales, tant privées que publiques, qui sont en place. On a évidemment des partenaires internationaux comme l'ARE qui peuvent accompagner. Mais en tant qu'organisation philanthropique, dans le développement du marché, comment vous voyez votre rôle, par exemple, pour la stimulation de la demande, ou quel est votre rôle, disons, cette année-ci et l'année prochaine, donc pour vraiment accompagner l'ouverture de ce marché? Thank you. Yeah, as I said before, a lot of our support will go towards piloting, so it's grants for piloting or injecting viability gap financing to help projects be more bankable. So what we're looking at is projects like that. So this can be connected to the mini-grid itself, or it can be standalone, but we're really open. I know that's what everybody says, but really, we are very open to ideas, to suggestions, to projects that are looking at stimulating demand, especially with co-location between mini-grids and demand stimulation. So the projects that DG Chinamula is talking about, the other projects that are currently in development in DRC. If you're looking for co-location, if you're looking at co-location in partnership with Metrogrid companies, that makes it really, really interesting for us. So yeah, that's how we support. Okay, thank you very much. Allez-y. Pardon de revenir sur la scène. Monsieur le banquier du CFA, moi je ne sais pas, on est du secteur privé du Sénégal. On a 300 mégawatts que nos collègues ont injectés sur le réseau national. Mais tous ces financements que j'ai vu passer, je n'ai pas vu la Banque africaine de développement. Ce sont des fonds français. Pour les éoliennes, c'est l'EKELA, donc ce sont les Américains OPIX. Donc moi, vraiment, on sait qu'il y a un fonds CFA qui est chez vous. Mais aujourd'hui, si vous allez faire un petit bilan, dites-moi combien de pays francophones ont pu bénéficier de ces fonds. Parce que peut-être les anglophones comprennent mieux le système que nous les francophones. Donc j'aimerais bien savoir un tout petit peu, y a-t-il des pays ou bien des opérateurs de l'Afrique francophone qui ont eu à bénéficier, surtout les partenaires locaux. Donc j'aimerais bien que vous me fassiez un peu, parce que moi tous les fonds d'investissement que nous avons, c'est européen, anglais. On n'a pas vu la Banque africaine dans ça. Merci. Merci pour la question. En fait, on est présent au Sénégal ou bien dans les pays francophones. Premièrement, je ne crois pas qu'on a reçu la requête en tout ce qui est de projet que vous parlez, mais tous les pays membres de la BAD, c'est-à-dire en fait tout le continent est éligible en fait d'accéder les fonds CFA, les fonds de la BAD. Donc, merci si vous avez quand même des projets éligibles de faire la requête. Je suis aussi disponible d'avoir une discussion bilatérale avec vous, puis pour bien comprendre si vous avez quand même des projets toujours dans le pipeline. Mais on est assez présent en Sénégal, pays francophones, les pays anglophones, pays lusophones, même en Afrique, tous les pays en fait qui sont membres de la BAD. Je ne sais pas si c'est assez clair ou... Ok, merci. Merci beaucoup. Monsieur Damien, ici devant, pour le micro. Merci. Bon, ma question, c'est à la BAD. C'est exactement la même question que vous avez posée à Madame Wagoura. Dans le cadre de CFA, on sait que l'électrification en soi, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas parce qu'on a électrifié qu'il y a automatiquement une incidence sur le développement socio-économique ou industriel. Ma question est celle de savoir, dans le cadre de CFA, y a-t-il d'autres outils parallèles? C'est-à-dire, on ne se limite pas à électrifier, mais d'autres outils qui accompagnent au même moment la promotion de tout ce qui est service énergétique, tout ce qui est usage productif. Ça veut dire le financement de ce type de projet au même moment qu'on implémente des centrales. Parce qu'en ce moment, lorsque la centrale termine, il y a déjà une consommation crédible
qui permet de rentabiliser le système et de le pérenniser aussi. Est-ce qu'il y a un outil, un instrument dans le cadre de CEFA qui accompagne le financement des projets de développement socio-économique et industriel parallèlement à l'implémentation des centrales solaires et hydroélectriques? Merci. Je vais répondre en anglais parce que c'est assez technique. D'abord, en tout ce qui est c'est pas seulement le CEFA. We also have about 40 other trust funds and special funds that are hosted by the bank. And the good thing is that we can leverage on all these resources for the different requirements on a project or country basis. So there are projects that, for example, can target the agriculture piece. If you see potential, let's say, for milling, for industrial clusters within the sectors that we're electrifying, if there's need for irrigation. But within CEFA, we're also trying to pilot new innovative business models. For example, in Ethiopia, we're combining mini-grids with agriculture, whereby we're targeting clusters of farmers who are already organized into a farmers group. Like, for example, one of the sites where we are looking forward to operate, we're talking about 9 clusters, each cluster with 4,000 to 7,000 farmers. And the model allows to cross-subsidize the irrigation, the anchor load which is coming from the irrigation to residentials. And apart from that, when it comes to the productive use, one of the elements that hasn't been really conducted is proper mapping in most of the areas. We had a very good discussion with our DRC counterpart. For example, UCM is very keen to do PU mapping as part of every feasibility studies. That would allow us to actually structure PU as part of any mini-grids that we consider for appraisal within our investment cycle. The second aspect is the challenges within the sector itself. We're talking about high upfront capital investment when it comes to PU. There are quality issues, and those are issues that we're keen to find innovative solutions to address. On that note, we are exploring about setting up a potential PU financing scheme. So that's in the works, if I may say so. Yeah, thank you. Thank you very much. Yes, please. Vous pouvez y aller. Can the technical staff assist? Yeah, so I just wanted to respond to that as well. So GEAP also launched an appliance financing facility that's also targeting DRC. This is for smaller scale type of productive use applications. So that's milling, that's cold storage, and things like that. So that's currently open for DRC, and I can give you details for that. For the larger scale, I totally agree with you that we need to structure things that are fit for purpose for the larger scale applications. But for those small applications, there are funds like those, like the CLASP beneath you facility that we have that can support that kind of work. Thank you very much, Ms. Wagura. I think we have time for 1 or 2 more questions before we have to close this session. I don't know if there is somebody still. Madam, in the audience. Yeah, sorry. Just to follow up the... Who are you? Yes, sorry, Maria from AFSI Foundation, a non-profit. Just to follow up the discussion on productive use. At times the problem is not only access to the appliances, but also how to use the appliances and being able to continue in the business. So all the capacity building done at very grassroots level and which stimulated demand, I think it's a key element. But who is financing that? Thank you very much. Perhaps we take the second question so we can take it jointly. Okay, then would the panel like to, but actually, well, I don't know if you would like to give an answer at this stage, or otherwise if we continue. I didn't announce this in the briefing, but I would like to invite each of you to give a short closing statement before we close the session. I agree with you that the business development and capacity building at the grassroots level is needed. So for example, in Sierra Leone, we do have a program like that with Care International that's targeting female entrepreneurs. So it's a gender-based program. And actually that is one of the reasons why, so for example,
there's a mini-grid site that thought they had saturated the market with productive use appliances, and then they introduced this entrepreneurship support facility for women, and they actually doubled the number of appliances because women were willing to take on more if they knew what to do with it and how to structure their businesses to actually make money. So I totally agree with you, and those are things that GIAP can do, but also other partners should be looking to do in places like DRC as well, where we have a productive use appliance facility, but also structure some support for things like business development services. Maybe to complete just one word about that, who are going to finance that productive use and to extend activity. That is what we need to get also private sector investment. We are linking with private sector. We are working to build our PPP with private sector and to put in place we can say the suitable environment that can allow private sector to come to use not only electricity, but we need also private sector who are working not only for electricity, but for productive use, to come with the engineering, to come with the machine that can be used in agriculture, in the fisher and other sector. We need private sector in all the sector in DRC. It's not only in energy. Energy just to generate energy, to make it available, but we need also the private sector who can come in DRC to build, to make business in other sectors. It's very important for us. That was where we're working with also ANAPI. ANAPI is our investment promoting agency in DRC. Thank you. Thank you very much for this intervention. We have 10 seconds per speaker for a very short, in other words, and powerful closing message. I think the focus of that can be why and how to come to the DRC and what you can bring in that respect. We've touched on several of these aspects. I'm speaking in English. Donc j'aimerais bien demander aux intervenants un message clé, fort et en moins de 10 secondes, sans pression bien sûr. Denis, à vous. Merci. 10 secondes, ça c'est difficile, mais je vais essayer. One thing, it's a mega market. We are talking about $928 million worth of mini grids in terms of the sizing, almost $1 billion, 61 million people. The bank is keen to work with you. We are ready for business. Come to us if need be. We are ready to support you, of course, as long as the projects are eligible. We have a wide spectrum of financial instruments, blended finance, both for the public and the private sector. But we don't have all the solutions. Happy to receive your feedback in terms of how we can optimize our interventions, how we can optimize our financial instruments, and I believe we can all do, together we can do more for DRC. Thank you. What Dennis said is exactly the same thing. Come to DRC, there's a lot of opportunity. Bring your ideas, bring your innovation, bring your financing. There's a ready market, but also there are people who are ready to listen. And there's a lot of programming that's coming in place that can support you in actually setting up and scaling your solutions. Thanks. Merci. En plus du fait que l'investissement est une opportunité, je pense que pour nous, le potentiel, c'est aussi la population de la RDC qui avoisine les 100 millions. Si nous avons ce marché-là qui est disponible, si nous avons des produits abordables, si nous avons les meilleures technologies, je pense que si chaque entité peut gagner 1 million de end-user, de clients par an, je pense qu'au bout de quelques années, votre investissement sera bénéfique pour vous-même aussi. Par contre, nous avons besoin de vous pour alimenter un dialogue qui soit transparent et franc avec le secteur privé par rapport à vos spécificités. Si vous n'intervenez pas en RDC, en fait, le gouvernement ne saura pas comment se comporter vis-à-vis d'un potentiel secteur privé. Si vous y arrivez, vos inputs nous permettront d'alimenter un dialogue qui nous permette d'avoir
un marché florissant et qui soit en fait un win-win et de la part du secteur privé et de la part aussi du secteur public, parce qu'à ce moment-là, ça sera vraiment la combinaison des besoins et des attentes de l'un comme des autres. Merci. Ok, merci beaucoup, encore une fois. Depuis que je suis là, j'écoute beaucoup la musique congolaise ici à Abidjan. Ils aiment beaucoup la musique congolaise. Les taxis qui nous ont amenés ici, c'était la musique congolaise. J'étais à Nairobi il y a 2 mois, exactement avec la Banque mondiale. C'était la musique congolaise que j'écoutais partout. Avant ça, j'étais en Afrique du Sud, c'était la musique congolaise. Donc venir en RDC, c'est venir à la source de cette musique-là que vous allez trouver en RDC. C'est une musique qui marche très très bien. Et cette musique a une grande richesse. Et derrière cette richesse, on montre que c'est un pays encore inexploré, un pays vaste, qui a beaucoup de choses à découvrir là-bas et qui est un marché ouvert. Donc je peux dire ça peut-être en quelques mots. This is time for DRC, I think. Everyone know that now is DRC time. You can come in DRC and invest in DRC. We are open for private sector and we believe in business in private sector also. Thank you very much. Alors ça fait 11 ans que Orange existe en RDC. Et Orange aujourd'hui investit, pas que dans les télécoms, a accepté d'investir dans les énergies renouvelables. Ça veut dire qu'il faut être là, the place to be. D'accord. Eh bien, quelle énergie. Je suis content qu'on ait fait ça de façon spontanée, je précise. Et moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais ça m'a donné bien envie de continuer, je ne dirais pas de commencer, mais de continuer sur notre trajectoire de développer ensemble et de soutenir les efforts d'abord du gouvernement évidemment et ensuite du secteur privé congolais pour arriver à ces objectifs, comme on l'a déjà fait, comme ça se fait déjà sur d'autres marchés aussi. Et en effet, j'espère qu'aujourd'hui pour la salle, vous avez pu découvrir en effet un aperçu de ce marché. Évidemment, on ne peut pas tout couvrir en 1 heure, mais que ça vous au moins a fait saliver, je dirais, au potentiel de ce marché. Il y a un rendez-vous à Kinshasa dans 2 mois. En tout cas, via l'ARE, nous continuons, comme je dis aussi, à soutenir ces efforts. Et je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pourra faire ensemble pour amener aussi des grandes congrégations comme cela à Kin, à Lubumbashi et dans les autres grandes villes congolaises. Donc avec cela, je vous remercie, chers panélistes. Un applaudissement serait, je pense, pas mal. Et je vous invite à nous rejoindre dans la grande salle pour la fermeture officielle et la remise du prix pour le meilleur matchmaking maintenant, plus ou moins, directement après la photo. Oui, c'est mieux. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le DG. Merci beaucoup. Et Madame la CEO. Et Madame la Présidente. Thank you, Naomi. I hope the French was not too fast. I'm sorry, sometimes I forget speaking in French or in English. I do it too. Oui, maintenant vous allez voir.